Bonjour, on voyait la guerre arriver depuis un moment déjà. On n'imaginait pas forcément cette guerre-là, marquée dès son entame par la décapitation du sommet du pouvoir en Iran, à la fois politique et militaire. Un effet de sidération dont Israéliens et Américains nous avaient pourtant donné un aperçu au Venezuela ou lors de la fameuse opération des Beepers au Liban. En misant sur leur supériorité tactique et technologique, voilà en tout cas les deux alliés qui embrasent un peu plus le Proche-Orient. Cette guerre d'opportunité est-elle opportune? Vous nous répondrez. David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, dont le dernier numéro est consacré aux puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition. Mais revenons d'abord en images à l'événement qui a marqué cette entrée en guerre, la mort du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, tué, ainsi que plusieurs membres du haut commandement militaire et sécuritaire de l'Iran. Des images commentées par Nathalie Pérez pour France Télévisions. À la télévision d'État iranienne, le présentateur en larmes à l'annonce officielle de la mort du guide suprême. L'ayatollah Khamenei est mort en martyr. Lui qui a consacré sa vie à protéger la République islamique d'Iran. Ali Khamenei a été tué dans son complexe résidentiel que l'on voit ici fortement endommagé par les frappes. Dès la confirmation de son décès, des feux d'artifice et des cris de joie un peu partout dans le pays. Les opposants au régime osent descendre dans la rue. Ils ont eu Khamenei, ils l'ont tué. Félicitations les gars. À Téhéran, à leurs fenêtres, ceux-là hurlent leur soulagement. Khamenei est mort. À Machhad, cette famille d'un manifestant tué par les forces de l'ordre en janvier esquisse les pas de la victoire en brandissant la photo du jeune homme. Ils célèbrent aussi l'élimination du chef du renseignement de la police, responsable de la répression, du commandant des gardiens de la Révolution, le bras armé du régime, du chef de l'armée, parmi les dignitaires assassinés. Le régime iranien décapité, colère de ses partisans, environ un quart de la population. Les larmes des plus conservateurs des Iraniens. Mort à Israël, mort à l'Amérique. Oh mon Dieu, on va rester encore plus fort, on va leur donner une bonne leçon. Manifestation massive au cœur de Téhéran, abondamment filmée par la télévision d'État. La République islamique, affaiblie, veut prouver qu'elle peut mobiliser ses partisans. Et pour bien comprendre comment une telle opération a été rendue possible, dites-nous, Maya Anaïs Yatagen, ce que l'on sait aujourd'hui du degré de préparation de l'ayatollah à l'assassinat de l'ayatollah Khamenei. Eh bien, la première étape, c'était la récolte d'informations par le Mossad israélien, en passant par le piratage minutieux sur plusieurs années de la quasi-totalité des caméras de surveillance sur Téhéran, dont celle qui donnait directement sur la résidence les bureaux du guide suprême. Pour le localiser précisément, les allées et les venues de ses plus proches collaborateurs, mais aussi de ses gardes du corps ont été enregistrés, décryptés pendant des mois. Et la CIA va par la suite confirmer par une source humaine sur place que le guide suprême allait se trouver le samedi 28 février au matin dans ses bureaux pour une réunion avec de très nombreux hauts dirigeants du régime. Et Israël et les États-Unis vont saisir, selon eux, cette opportunité pour lancer une campagne qu'ils avaient préparée, disent-ils, pendant des mois. Et vendredi 27, à 15h38 heure de Washington, Donald Trump va donner son feu vert depuis Air Force One. Les États-Unis vont lancer une série de cyberattaques pour, je cite, aveugler la capacité iranienne à voir, communiquer, répondre. Les frappes vont ensuite être lancées samedi à 9h40, donc en plein jour, pour démultiplier l'effet de surprise et tuer en l'espace d'une minute une quarantaine de dirigeants iraniens, dont l'ayatollah Ali Khamenei, à l'aide de missiles qui sont capables d'atteindre une cible aussi petite qu'une table à manger, et ce, à 1000 km de distance. David Rigoulet-Rose, on le voit, cette opération a été patiemment planifiée, mais si grâce au piratage des caméras de vidéosurveillance de Téhéran et au renseignement d'agents infiltrés, Israël et les États-Unis avaient acquis une telle connaissance à la fois des habitudes de déplacement de l'ayatollah Khamenei, mais aussi plus généralement de son entourage, pourquoi donc avoir attendu ce samedi 28 février pour agir ? Il y a probablement une logique d'opportunité en réalité, même si le principe de l'opération avait été élaboré en amont très largement, avec, comme vous l'évoquez, avec
un travail en profondeur. Notamment, alors il y a un mélange de deux choses. L'UMINT, c'est le renseignement humain, et puis le SIGINT, le renseignement électronique. Donc il y a une complexité des deux qui ont été associés, à la fois israéliens et américains. Il y avait l'idée, effectivement, ils ont utilisé notamment un logiciel d'Anthropic, c'est un algorithme qui s'appelle Claude, qui permet de croiser à très très grande vitesse toutes les données. Et d'ailleurs, il y a un officier de renseignement qui évoque le fait qu'il connaissait aussi bien les rues de Téhéran que les rues de Jérusalem. Donc ça donne une idée, effectivement, comme vous dites, de la profondeur, de la connaissance, effectivement, des allées et venues, etc. Et il se trouve qu'une réunion a été décidée, qui n'avait pas été forcément anticipée, et la réunion a eu lieu 2 jours, et il y a manifestement une faute de sécurité de la part des Iraniens, ou un excès de confiance, puisque le guide qui ne sortait plus quasiment depuis, à l'exception de l'anniversaire de l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, a réuni effectivement le staff principal des principaux responsables, une quarantaine de personnes, parmi le chef du renseignement, le chef des armées, le nouveau chef des gardiens de la Révolution. Et effectivement, la décision a été prise de bombarder, de frapper, pour être sûr effectivement, de profiter de cette opportunité, alors qu'initialement, les Iraniens pensaient probablement que la guerre débuterait de nuit. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a sans doute une logique d'opportunité, même si le principe de ce type de frappe, qui avait eu lieu déjà lors de la guerre des 12 jours, on s'en souvient, était acté. Mais vous voyez donc une négligence ou un excès de confiance dans le fait de la part de ces hauts dignitaires iraniens de se réunir 2 jours dans un même lieu, qui plus est atteignable par missile, alors qu'ils se savaient quand même sous le coup d'une possible intervention américaine et israélienne. C'est ça qui est surprenant, effectivement, au regard du rétexte, retour sur expérience qu'il y avait pu avoir avec la guerre des 12 jours, où justement c'était un groupement de responsables qui s'étaient retrouvés ciblés dès les premiers jours de la guerre. Alors, à l'initiative récemment des services israéliens qui leur a fait croire qu'il était nécessaire en urgence de se réunir. Là, on n'a pas les éléments, on en saura peut-être plus dans quelques mois, ou jamais, mais en tout cas, il y a effectivement une décision qui a été prise. Il y avait une opportunité inédite qui a été saisie, effectivement, parce que ça a décapité l'ensemble de la structure du régime. Et on imagine un l'onde de choc que provoque en Iran la disparition de celui qui dirigeait le pays pendant plus de 36 ans, alors que le régime, lui, cherche actuellement un successeur, Siavosh Ghazi. Une semaine après la mort de l'ayatollah Khamenei lors d'une frappe israélienne samedi matin à Téhéran, donc le processus pour désigner un nouveau successeur, à l'ayatollah Khamenei semble maintenant s'achever. Le conseil provisoire de guidance dirigé par le président Pezeshkian, qui est composé aussi du chef de la justice, mais aussi d'un religieux membre du conseil des gardiens de la Constitution, a achevé son travail. Et donc il y aura une réunion de l'Assemblée des experts pour donc voter et donc pour désigner un nouveau successeur, un nouveau guide suprême. Et un député a ajouté que pour l'instant, 2 noms avaient été sélectionnés par une commission spéciale de cette Assemblée et que pour l'instant, les 2 refusent pour l'instant d'être nommés, sans doute par politesse, à ce poste. Mais d'ici 1 ou 2 jours, on doit connaître le nom du futur guide suprême iranien. David Rigouleiros, combien de temps peut durer cette forme d'intérim avec un triumvirat à la tête du pays ? Oui, alors selon la Constitution, effectivement, il y a un nombre de jours déterminé, c'est l'article 111, qui prévoit un conseil effectivement de transition pour assurer la nomination, en fait, qui est une pseudo-élection, puisque la nomination se fait normalement dans le cadre de l'Assemblée des experts, 88 membres qui sont des religieux, et qui sont habilités en cas de vacance, justement, de la guidance, ce qui est le cas avec le décès de l'ancien guide suprême, de nommer un nouveau guide suprême. Ils ont 50 jours. Oui, alors c'est ça. Mais on voit bien que dans un contexte de guerre, les calendriers est quand même très contraint. Ce qui explique qu'il y a un processus qui a été accéléré et qui ne se passe pas aisément, semble-t-il, puisque normalement il y avait une première réunion qui était, une première tentative de nomination mardi dernier, qui devait être complétée hier avec une annonce justement prochaine du nouveau guide suprême. Et manifestement, il y a des tensions parce que les gardiens de la Révolution auraient un candidat privilégié. Ils feraient pression sur les membres justement de l'Assemblée des experts qui de toute façon ne peut pas se réunir. Donc ils votent par correspondance.
en ligne. Et d'ailleurs, les Israéliens ont bombardé les 2 sites censés pouvoir avoir la réunion à Qom et à l'ancien Parlement à Téhéran. Donc c'est dire qu'effectivement, il y a une dispersion des 88 membres. Et parmi ces 88 membres, une dizaine refuserait de valider le choix justement promu par les gardiens. Et ça explique aussi pour partie peut-être le différé et l'agencement formel qui est fait pour la future nomination. On n'en sait plus sur le choix des gardiens, justement. Ce serait Mojtaba, donc le fils du guide. Et effectivement, ce serait un changement de paradigme parce que d'abord, son père avait toujours pris soin, de manière en tout cas explicite, de considérer qu'il ne pouvait pas y avoir une transmission dynastique de la guidance, qui renverrait justement à un principe monarchique qui avait été combattu en 1979. Donc effectivement. Et le deuxième problème, c'est que Mojtaba, qui est très proche des gardiens, ça remonte à la guerre d'Iran-Irak, puisqu'il était sur le front avec des gardiens avec lesquels il a lié des liens qui se sont approfondis par la suite. Il se trouve que Mojtaba n'est pas un ayatollah. Il est Hojjatul Islam, donc il n'a même pas la légitimité. Alors, il est un Sayyed, puisqu'il a un turban noir, donc descendant de la famille du prophète, mais c'est insuffisant pour la fonction de guide. Donc, de toute façon, il y a 2 handicaps très lourds, ce que font valoir justement un certain nombre de membres de l'Assemblée des experts, malgré les pressions effectuées justement pour le vote. En tout cas, cette guerre face à l'Iran provoque aussi à nouveau des affrontements, cette fois au Liban. Israël déploie des troupes à nouveau dans le sud du pays dans le but de créer une zone tampon. L'annonce d'une campagne de bombardement contre les positions du Hezbollah provoque un mouvement de panique dans le sud de la capitale libanaise. Florent Rodeau. Des embouteillages à n'en plus finir. Un peu partout dans la banlieue sud de Beyrouth, ces mêmes scènes. Ces habitants qui fuient, emportant avec eux valises et matelas accrochés à lattes sur le toit des voitures. L'armée israélienne vient de lancer un appel à évacuer tout le secteur. Ce bastion du Hezbollah, où vivent des centaines de milliers de Libanais, amers que leur pays soit à nouveau en guerre. Nous avons été entraînés dans un conflit qui ne nous concerne pas. Des gens ont été déplacés et vivent désormais dans la rue. C'est inacceptable. Depuis lundi, le sud de la capitale libanaise est sous le feu intense des bombardements d'Israël, en représailles aux tirs de missiles et de drones du Hezbollah vers l'État hébreu pour venger la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Benyamin Netanyahou veut décapiter ce qu'il reste du commandement de ce proxy de Téhéran, déjà largement décimé post-7 octobre 2023. Pour son ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich, son armée ne doit pas s'arrêter là. Il menace la banlieue sud de Beyrouth de la même dévastation que celle infligée à Gaza. Vous vouliez nous faire vivre l'enfer, vous avez déclenché l'enfer sur vous-même. Daïr ressemblera à Khan Younes. Nos habitants au nord du pays vivront dans la paix, le calme et la sécurité. Un extrême nord d'Israël, visé à nouveau ce jeudi par le Hezbollah. Une attaque aux missiles contre des positions militaires israéliennes. David Rigoulet-Rose, en reprenant les hostilités, le Hezbollah a vu l'opportunité peut-être d'échapper au désarmement qu'exigeait de lui le gouvernement libanais en respect de l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël. Alors, il y avait un refus du désarmement, effectivement. Il a été contraint pour le sud-Liban, mais il ne voulait pas un désarmement complet, effectivement. Mais il n'est pas sûr que le Hezbollah ait été enthousiaste à l'idée de rentrer en lice, tout simplement parce qu'il sait très bien qu'il est très affaibli, qu'il risque beaucoup. Alors il se trouve Naim Kapsen avait dit qu'il ne rentrerait dans le conflit en solidarité avec l'Iran que dans le cas où le guide suprême serait touché. Il se trouve que le guide suprême a été éliminé, donc d'une certaine manière, ils ne peuvent pas se dédire, ce qui fait qu'ils rentrent effectivement dans le combat en sachant qu'ils prennent énormément de risques, d'autant plus, pas seulement vis-à-vis de l'armée israélienne, mais aussi par rapport à l'opinion publique libanaise, qui commence à trouver insupportable d'être prise en otage, en réalité, que la souveraineté libanaise soit prise en otage, effectivement, au niveau régional, à cause de l'agenda pro-iranien du Hezbollah. Et même au sein de la communauté chiite, d'ailleurs, c'est pas homogène, puisque il y a 2 mouvements, il y a Amal et Hezbollah, ce qu'on appelle le tandem chiite. Amal est beaucoup plus réticent, justement, à rentrer dans cette logique de confrontation avec Israël. Donc on voit qu'il y a quand même, au niveau de la base, des problèmes considérables pour le Hezbollah à gérer aujourd'hui, qui joue son avenir militaire, mais aussi politique d'une certaine manière. Et d'ailleurs, son chef, le chef du bloc parlementaire, Mohamed Drad, a été éliminé par Israël, justement, chef politique et non militaire, même si évidemment il y a un lien intime entre les deux dans le cadre d'un État milice. D'un parti milice, pardon.
Dans cette région en pleine ébullition, Donald Trump, lui, s'est déclaré tout à fait pour une offensive des milices kurdes iraniennes contre le pouvoir de Téhéran. Un pouvoir qui n'a pas hésité à tirer des missiles balistiques sur les quartiers généraux des partis kurdes basés dans le nord-est de l'Irak. Marie-Charlotte Roupi. L'Iran tente de dissuader ces groupes d'opposition kurdes iraniens d'intervenir plus avant dans le conflit en cours. Ces partis kurdes iraniens en exil en Irak sont deux farouches opposants au régime de Téhéran. Divisés jusqu'ici, ils ont décidé de se rassembler fin février sous forme d'une coalition pour unir leurs forces contre le régime iranien et tenter à terme d'obtenir le droit à l'autodétermination des Kurdes en Iran. Cette coalition a diffusé un communiqué ces derniers jours assurant que les frappes iraniennes ne la dissuaderaient pas de poursuivre sa lutte contre le régime de Téhéran. La déclaration de Donald Trump assurant qu'il serait pour une offensive terrestre de ces groupes sur le territoire iranien interroge sur le soutien que les États-Unis pourraient leur apporter alors, un soutien aérien, des fournitures en armes. La question reste en suspens malgré des rumeurs qui ont circulé ces derniers jours avant d'être niées par les parties concernées. Après les multiples frappes iraniennes sur leur base, la majorité des combattants kurdes iraniens se sont déplacés dans les montagnes irakiennes. On parlerait là de milliers de combattants, mais il reste toutefois difficile d'estimer la force de frappe réelle que ces combattants kurdes iraniens représenteraient face au régime de Téhéran. David Rigoulet-Rose, cette intervention kurde considérée comme bienvenue par Donald Trump, c'est sérieux ou bien une boîte de Pandore qui pourrait pousser la Turquie à intervenir elle aussi? C'est dangereusement sérieux parce qu'effectivement le président Donald Trump ne veut pas, il a dit no boots on the ground, donc il ne veut pas de soldats américains au sol, ça n'exclut pas des commandos, mais en tout cas pas des contingents. Et donc ça peut être une manière de sous-traiter effectivement au sol. Ça a été le cas en Afghanistan en octobre 2001, en sous-traitant à des groupes qui étaient au sol. Là, le problème, c'est qu'effectivement, ce serait armer les périphéries. Alors, on parle des Kurdes, mais il y a aussi les Baloutches de l'autre côté, sur la frontière avec le Pakistan, qui d'ailleurs est inquiet. Il y a la minorité azérie au nord. Et donc, ça pose un problème. Et d'ailleurs, il y a une déclaration du président Pezeshkian qui intime l'ordre à son armée de réprimer toute velléité de sécession. Donc, on voit qu'au niveau du centre, il y a la perception d'une grande inquiétude, justement, de la sécession, en tout cas d'une partition du pays. Donc, effectivement, ça peut être une boîte de Pandore. Et pour mettre en perspective le sujet, il se trouve que c'est assez étrange d'entendre le prince Pahlavi en disant qu'il avait une ligne rouge, c'était l'intégrité des frontières territoriales de la nation iranienne. Somme toute, exactement la position du président Pezeshkian. Tout à fait. Contrairement en tout cas aux précédentes guerres américaines en Afghanistan et en Irak, les États-Unis de Donald Trump ne cherchent pas cette fois à répandre la démocratie au Proche-Orient, Mathieu Mabin. Une communication de l'administration américaine plutôt décousue. Un congrès qui se cabre de manière inhabituelle et une opinion américaine qui formule son incompréhension également de manière très franche. Il est beaucoup trop tôt pour affirmer que Donald Trump a commis la plus grosse erreur de sa vie politique en engageant l'Amérique dans cette guerre au Moyen-Orient. Il est trop tôt, mais cette hypothèse, ici à Washington, est clairement étudiée. Et la vraie nouveauté, c'est qu'elle est désormais étudiée, y compris dans son propre camp. Depuis 1979, la relation de l'Amérique à l'Iran est un sujet comparable à aucun autre. En réalité, la cicatrice ne s'est jamais vraiment refermée, au point que, depuis presque un demi-siècle, d'avoir maintenu vivaces des clivages forts au sein même des deux grandes formations politiques. Pour l'instant, le Congrès a voté, mais un peu comme au poker, les chambres ont voté pour voir en réalité. La question est finalement aussi simple que l'équation tactique et militaire est complexe. Donald Trump, l'homme qui n'a eu de cesse de dénoncer les guerres interminables de ses prédécesseurs, a-t-il engagé l'Amérique dans un conflit que personne ne sera capable d'arrêter, pas même le président américain ? Que les choses soient bien claires, il ne suffira pas ici de retirer des troupes pour que la guerre s'arrête. Si l'administration américaine ne parvient pas à mettre en œuvre son plan, dont on distingue aujourd'hui d'ailleurs très mal les contours, Donald Trump sera peut-être le président qui aura plongé l'économie américaine et celle du monde, la sécurité de ses ressortissants et l'équilibre des nations dans une incertitude chaotique, peut-être irrattrapable. David Rigoulet-Rose, risque que l'Iran finisse avec un régime plus dur envers sa population, mais perçu comme moins dangereux, voire même plus conciliant pour Washington et Tel Aviv, comme par exemple Delcy Rodriguez au Venezuela.
Oui, alors comparaison n'est pas raison, parce que de toute façon, le Venezuela, c'est l'arrière-cour des États-Unis, c'est beaucoup plus familier. Là, on est au Moyen-Orient, très compliqué toujours, avec un pays de 90 millions d'habitants, avec des tensions ethno-confessionnelles sur les marges, avec une onde de choc potentielle qui peut s'élargir à tous les pays de ces frontières. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui peut se passer. Il y a un risque de chaos en cas d'effondrement brutal du centre. Et donc, effectivement, il y a des contacts qui sont pris par l'administration américaine, parce que, comme vous l'évoquez, il n'y a pas forcément le primat de l'horizon démocratique, en l'occurrence, a fortiori s'il y a un risque de chaos. Mais la question est de savoir, effectivement, ce qui pourrait être mis en place. Il faudra qu'il y ait un interlocuteur, mais on ne peut pas exclure l'option, effectivement, une option militaire, on va dire, notamment émanant des gardiens de la Révolution, qui fassent l'économie des turbans, et qui s'installe au pouvoir de manière beaucoup plus officielle et monopolistique, avec un régime militaire précisément qui serait justifié pour assurer d'éviter l'éclatement justement du pays et en capitalisant sur le sentiment national iranien. Mais lorsque Donald Trump exige publiquement d'avoir son mot à dire sur la succession de l'ayatollah Khamenei et juge d'ailleurs son fils comme un poids-plume au plan politique, il prend ses désirs pour des réalités ? C'est le problème de Donald Trump, c'est qu'effectivement, c'est toujours la question du jour d'après, qui n'est pas forcément parfaitement balisée. En termes d'opération militaire, ça peut être spectaculairement efficace, et ça l'est, mais ça ne dit rien, évidemment, des attendus très très incertains pour la suite. Et parmi les incertitudes, notamment la question de l'économie, quel impact cette guerre va-t-elle avoir, notamment sur les approvisionnements en matières premières? La question de l'énergie est centrale, Maya Neissiatagen. En effet, l'endroit clé, vous le voyez derrière moi, c'est le détroit d'Ormuz. Il est large d'une 50aine de kilomètres et chaque jour, c'est 1,3 milliard de dollars qui transitent par ce passage, dont 20% du pétrole et du gaz naturel. Alors Téhéran a décidé de s'octroyer le droit de le bloquer et bilan, on est passé d'une 50aine de passages quotidiens à 2 masses de tankers que vous voyez ici bloqués. Ils ne peuvent pas passer et ça n'est jamais donc arrivé auparavant. Ils ne passent pas par sécurité pour les navires, bien sûr, mais aussi pour éviter de payer des coûts d'assureurs qui sont devenus exorbitants. En conséquence, le prix du pétrole est au plus haut, vous le découvrez sur le graphe du dessus, et en dessous, vous avez aussi le prix du gaz qui a quasiment doublé. En Europe, on se rassure, on se dit qu'on a des stocks, qu'on n'est pas si dépendant que ça des pays du Golfe, et c'est vrai, les pays qui sont le plus affectés, ils sont en Asie, vous le découvrez sur cette carte, près de 90% de ce qui transite par Hormuz leur est destiné, la moitié du pétrole chinois vient du Golfe Persique et notamment de l'allié iranien malgré les sanctions. Alors, quelle alternative si cela venait à durer? Il y avait des alternatives avec des tonnages beaucoup plus faibles. La première option, c'était via Fujairah que vous voyez ici pour les Émirats Arabes Unis, mais vous le voyez sur cette capture d'écran ici, l'Iran a frappé un dépôt par drone. Il y a aussi une autre option, c'est via Yanbu ici pour l'Arabie Saoudite, mais pour aller vers la Chine, évidemment, on ne va pas vers le nord en passant par Suez, on peut passer par ici, mais vous le voyez, dans ce cas-là, la cargaison serait en face des rebelles houthis qui sont les alliés de l'Iran. À noter qu'on parle beaucoup des exportations, mais il y a aussi les importations qui passent par Hormuz, des importations très importantes pour les pays du Golfe. 85% de leurs importations alimentaires passent par Hormuz, ce qui veut dire qu'un blocage, un gel du détroit, ça peut donner des pénuries alimentaires à terme. On mesure, en voyant effectivement ces images, le pouvoir aujourd'hui que détient l'Iran entre ses mains. Il est possible d'empêcher aujourd'hui l'Iran de paralyser le commerce mondial et notamment le commerce de matières premières? C'est difficile, on le voit. Même si techniquement, il n'y a pas un barrage à l'entrée du détroit d'Ormuz, c'est le principe d'insécurité et de menace sur les flux maritimes qui pèsent effectivement. On évoquait la hausse de la prime assurantielle, mais il y a la hausse aussi du coût du transport, puisqu'il y a un déroutage vers l'Afrique du Sud qui augmente le nombre de jours de traversée et donc le coût de la traversée en question et du transport. Et puis les marchés n'aiment pas ça, ce principe d'incertitude, d'insécurité. On le voit immédiatement, il y a une flambée des cours. Et comme il a été bien montré il y a une possibilité partielle d'exportation du pétrole, pas du tout du gaz.
Et d'ailleurs, le ministre de l'énergie du Qatar vient de signaler qu'à l'horizon de quelques semaines, il y aura effectivement une pénurie d'exportation des hydrocarbures, et tout particulièrement du gaz, puisque l'usine de gaz de Qatar a été visée. Donc c'était annoncé par les Iraniens en disant que dans une logique de guerre asymétrique, ils avaient à sa disposition cette capacité de bloquer qu'ils avaient évoquée à de multiples reprises sans la mettre à exécution. Mais là, c'est le cas, tout simplement parce qu'ils considèrent qu'il s'agit de faire payer à ce qui est pour eux l'agresseur, de faire payer au sens propre comme au sens figuré, et donc le consommateur occidental de ces ressources. Et en matière alimentaire, effectivement, il y a dans les deux sens d'ailleurs, il y a pour l'alimentaire destiné à ces pays, qui ne produisent pas. Mais en matière alimentaire, il y a aussi l'exportation des engrais à destination des pays européens. Et là, on retrouve effectivement la possibilité d'une inflation indirecte sur les prix alimentaires. En retour à présent au début du pouvoir des mollahs. C'était en 1979. L'ayatollah Khomeini revenait en Iran après 14 années d'exil. C'est dans ce jardin des Yvelines que Rouhollah Khomeini a achevé ses 15 années d'exil. Fin janvier 1979, un homme interrompt la prière. Quelle nouvelle demande l'ayatollah. Le Shah a fui l'Iran, lui répond-on. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'héritier des 25 siècles de monarchie perse. Il est tombé en 3 jours. Le voici, fuyant l'Iran, accueilli par le président Sadat au Caire, où il mourra en 1980. Le 1er février 1979, trop heureuse de s'en débarrasser, la France transporte Khomeini à Téhéran. C'est un vieillard de 76 ans qui revient chez lui. Mais des millions de chiites iraniens voient en lui leur guide, l'inspirateur de la première révolution islamique de la planète. Destruction des stocks d'alcool, femmes en tchador, la loi coranique et la charia s'imposent désormais en Iran. Un ennemi, les États-Unis, est désigné comme le grand Satan. Mourir vaut mieux qu'accepter l'humiliation, était la devise de l'ayatollah. Et près d'un demi-siècle plus tard, ce pouvoir-là, il est toujours en place aujourd'hui en Iran, avec les répercussions qu'on a observées tout au long de cette émission. C'est parti pour durer encore longtemps, David Rigoulet-Rose. Non, c'est un pouvoir en fin de course. Il est condamné. Tel qu'il est aujourd'hui, il est condamné. Il peut s'achever brutalement d'ailleurs, sans qu'on puisse maîtriser le processus. C'est la fin d'un cycle qui avait été inauguré en 1979, qui avait bouleversé la géopolitique mondiale, il faut quand même le rappeler, une onde de choc à l'échelle mondiale, pas seulement régionale. Ça pourrait être la même chose aujourd'hui, c'est un peu un retour vers le futur, mais à l'envers, avec un bouleversement aussi conséquent, mais pas les mêmes attendus. Merci David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de l'actualité à l'heure où nous parlons. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états. Et bien sûr, d'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet france24.com.